Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je vais me présenter. Je suis Abderrahmane Mekish, directeur commercial et marketing chez Amabis. Et pour la petite histoire, j'ai rejoint l'entreprise il y a 5 mois pour accompagner son développement. Alors, ce webinaire est organisé en collaboration avec notre partenaire Acemis, dont on remercie pour leur implication. Merci à vous. Il est le premier d'une série de 4 autres rendez-vous à venir autour de la thématique référentiel client unique. Et puis, je détaillerai à la fin les dates et le contenu de ces webinaires. Alors, l'objectif de cette première session est de poser la problématique et d'introduire les premiers éléments de réponse et de solution. Alors, bien entendu, tout ça est abordé par le prisme de tous les projets qu'on a pu gérer avec nos clients, aussi bien chez Acemis que chez Amabis. Et pour animer ce webinaire, je suis avec 2 spécialistes, 2 grands spécialistes. Frédéric Mitève, qui est directeur du pôle CRM chez Acemis, et Antoine Aumont, qui est consultant senior chez Amabis. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, la thématique est assez lourde, beaucoup de choses à vous dire. Juste quelques éléments pratiques concernant l'organisation de ce webinaire. Alors, premier point, cette session est enregistrée. On vous enverra à l'issue de cette session le lien vers le replay. Et d'autre part, le support sur lequel on va s'appuyer pour faire notre présentation, on vous le transmettra aussi. N'hésitez pas à le diffuser largement. Et dernier point technique concernant ce webinaire, vous pourrez poser des questions tout au long de la présentation et on aura une session de questions-réponses à la fin. Voilà. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, je vais présenter Amabis. Alors, Amabis est une entreprise française. On est basé à côté de Paris, à Montrouge. L'entreprise existe depuis 25 ans, puisqu'elle a été créée en 1996. Et aujourd'hui, on a plus de 400 clients actifs. Déjà, vous voyez quelques logos là, qui parlent à tout le monde, mais on a des clients de toute taille, de la PME jusqu'à l'entreprise multinationale. On a des clients dans tous les secteurs d'activité et puis de tout type. On travaille aussi bien avec des entreprises privées, bien sûr qui sont la majorité, mais on travaille aussi avec des administrations, avec des associations. On répond vraiment aux problématiques de façon très, très large. Si je peux me permettre, Abderrahmane, de corriger, il y a écrit 400 clients B2B. On a des clients, on n'est pas spécialisé particulièrement du B2B, on fait B2B, B2C. Okay. On va peut-être corriger avant d'envoyer la question. Donc, c'est une précision importante. Alors, notre métier, nous sommes éditeurs de solutions logicielles visant à améliorer de façon globale la qualité des données clients. Alors, c'est décomposé en 2 grands pans d'activités. Le premier pan, c'est tout ce qui est solution pour répondre aux problématiques de qualité de la donnée, et les principes pour répondre à ces problématiques, c'est des outils qui vous permettent de normaliser, dédoublonner, dédupliquer et enrichir les bases de données. Voilà, ça c'est le premier pan. Le deuxième, c'est le RCU, le sujet du jour, la thématique que l'on va aborder aujourd'hui. Et le principe est d'unifier les données clients en créant une clé d'identification unique. Nos spécialistes reviendront sur cette partie-là et approfondiront le sujet. Je vais laisser la parole à Frédéric pour présenter son organisation. Acemis, nous sommes un cabinet de conseil français. On fait partie aujourd'hui du groupe Novensia qui compte 400 collaborateurs. Nous, chez Acemis, on est même plus de 40 aujourd'hui. Et on est également dans le B2C et dans le B2B. Notre métier, c'est vraiment l'expérience client. Au départ, depuis 20 ans, à une époque où ce n'était pas encore autant mis en avant qu'aujourd'hui. Et c'est vraiment de vous aider à décider ce que vous voulez faire vivre à vos clients avec des parcours clients simplifiés. Un parcours client, pour nous, c'est j'achète, je réclame, je cherche une solution, j'ai un sinistre. C'est ça un parcours client.
Et notre idée, c'est de partir des parcours pour ensuite en déduire des transformations d'entreprise qui peuvent être liées à l'expérience salariée, à tout ce qui est process et organisation des services clients ou même de la relation client, la transformation du marketing, l'organisation des forces de vente. Et puis, un gros volet data, CRM et digital dont je m'occupe pour mettre en œuvre les solutions data qui vont bien pour pouvoir soutenir cette expérience client redesignée avec un dernier sujet plutôt de soft skill, de transformation culturelle, parce que dès qu'on parle d'expérience client, il faut aussi changer parfois le mode de management, l'état d'esprit pour être orienté client. Et enfin, comme on travaille sur des projets de transformation souvent sur la durée, il y a tout le management des changements que ça induit, qu'on accompagne. Et donc, on travaille sur, vous avez quelques logos en dessous sur des marques assez connues comme AXA, Renault, Mitsubishi, Geodis ou Pichet, ou l'établissement français du sang actuellement. Voilà en 2 mots. Assemis. Et Assemis Amabis, ça rime. Et donc, ça rime sur les mots et ça rime dans les projets aussi, puisqu'on est partenaire et avec Antoine, on collabore sur différents projets. Donc, effectivement, pour conclure sur la présentation, pourquoi on se présente ensemble, effectivement, comme tout ce qu'on va vous développer dans la suite de ce séminaire, de ce webinaire, c'est qu'en fait, un projet RCU, si c'est bien préparé, en fait, c'est un projet qui, normalement, se fait très simplement. Donc, à ma vie, notre métier, c'est la technologie de qualité de données, de référentiel client unique. Et on sait que pour réussir un projet, on a besoin en amont que les points clés aient été traités. Les points clés, on va les développer, c'est que ça soit un projet d'entreprise, c'est qu'il y ait un langage commun data, qu'il y ait une vision, une finalité partagée sur la gestion de la donnée, donc en général, cycle de vie donnée, parcours client, etc. Donc, c'est pour ça qu'on travaille ensemble, parce que on a besoin de consultants qui préparent le terrain pour que quand on arrive, ça soit facile. Donc, pour continuer à poser la problématique, donc, on parle le sujet, c'est comment centraliser, comprendre, capitaliser la donnée client. Aujourd'hui, on est dans un monde où les entreprises, elles considèrent que la data client, c'est un asset, c'est un actif majeur. Donc, pour continuer sur un peu les conditions de réussite d'un projet, nous, quand on va analyser quand on rentre en avant-vente avec une entreprise, etc., les points sur lesquels on va vraiment insister en amont, ça va être, bon, je ne vais pas développer la culture IT, l'expérience utilisateur, ça c'est des sujets généraux, mais on va essayer de comprendre, est-ce que la gestion de la donnée client, c'est bien un sujet d'entreprise? La gestion de la donnée client, ce n'est pas le sujet du marketing ou le sujet du commerce ou le sujet de la production. Ça doit être un projet d'entreprise, puisque en fait, c'est que comme ça qu'on va y arriver. On développera après. La data client, elle doit être indépendante des applications. Et donc, moi, j'aime bien utiliser le terme d'infrastructure data. Moi, j'ai été DSI il y a une vingtaine d'années. À l'époque, c'était l'arrivée des réseaux. Au début, on avait des ordinateurs. On commençait à connecter les ordinateurs en point à point. Puis, à un moment donné, sont arrivés les réseaux. On mettait une infrastructure réseau et on connectait les systèmes, qui soient des machines, des applis dessus. Là, c'est un peu le même état d'esprit, c'est que le RCU, c'est votre infrastructure data qui va vous permettre, data client, on est sur le sujet client, qui va vous permettre d'unifier votre donnée client. Alors, peut-être un point sur qu'est-ce qu'une donnée client. Je crois que le titre du webinaire parle du trésor de la donnée client. Certaines entreprises parlent de capital, que la donnée client est un capital de l'entreprise au même titre que le capital bien connu des entreprises. Comment ça se traduit en fait, quand on parle de données clients, il y a différentes choses. D'abord, il y a le cœur du sujet qui est l'identité, évidemment, l'identité d'une entreprise qui peut être définie par son SIRET, par sa raison sociale et par ses coordonnées. Et ça, c'est vraiment le cœur de l'information qui permet de définir une entreprise. Et autour de ça, il y a toute une base de connaissances clients. En haut, vous avez la notion de profil. Alors, il y a le profil indépendant de la relation avec l'entreprise qui est la taille, le secteur d'activité. Est-ce que l'entreprise fait partie d'une filiale? Ça, on le trouve beaucoup dans les bases CRM qualifiées par l'entreprise. On peut aussi les trouver à l'extérieur. Et je crois que c'était un thème, mais c'est d'abord capitalisé sur la connaissance qu'on peut avoir en interne. On peut aussi utiliser des référentiels externes selon les secteurs pour récupérer ces informations de qualité. Et puis à droite, vous avez les segments, le profil lié à la relation. Ça traduit plus la relation que vous avez avec vos clients.
et c'est souvent calculé sur le chiffre d'affaires, la fidélité, la valeur, le potentiel. Et ça, on les retrouve dans les bases de CRM. Évidemment, ça demande d'être calculé souvent avec des outils BI qui sont connectés au CRM. Ensuite, une entreprise, évidemment, ce sont les interlocuteurs qui l'incarnent avec les identités des interlocuteurs, leurs fonctions, leur rôle. Un interlocuteur peut très bien être un décideur, un influenceur, un partenaire, un prescripteur. Et donc, quand on parle de données clients B2B, d'ailleurs, c'est vraiment une notion client au sens large. C'est tous les acteurs de l'écosystème. On peut avoir dans des secteurs du B2B2C, du B2B2B, avec des partenaires, des influenceurs. C'est le cas dans le BTP, c'est le cas dans la pharma, c'est le cas dans l'assurance avec les agents, les courtiers, etc. Donc, quand on parle de clients, c'est vraiment au sens large tous les acteurs de l'écosystème. Et donc, à chaque fois, il faut qualifier les rôles des entreprises, les rôles des interlocuteurs. Le CRM le fait, mais il y a des bases externes qui peuvent le faire aussi, au moins pour les noms, prénoms et la fonction. De plus en plus, et ça, je pense que vous en avez tous parlé, on a besoin de prendre en compte la voix du client. C'est nouveau, ce n'était pas forcément inscrit dans les projets CRM au départ. Le digital amène ça, et le RGPD aussi, puisqu'il y a la notion de consentement. Il faut récupérer les opt-in des clients. Il y a aussi les avis clients qui se développent. Aujourd'hui, parler de la connaissance client, c'est aussi prendre en compte les consentements et prendre en compte les avis des clients. Et enfin, en bas, on a plutôt ce qui caractérise la relation. Donc, à gauche, c'est vraiment la relation client qui peut être offline, ça peut être des rendez-vous avec des commerciaux, ça peut être des appels téléphoniques et puis du online avec tout le digital. Et là, on retrouve beaucoup ça dans le CRM avec la trace des demandes, des réclamations, la trace des campagnes envoyées, marketing, des campagnes reçues, tout ce qui est opportunité commerciale, c'est vraiment toute la relation qui est caractérisée, tracée dans le CRM. Et à droite, on a évidemment tout l'aspect transactionnel qui est plus les commandes, les factures, les règlements, les livraisons. Ça vient en général des ERP ou du digital si vous êtes en e-commerce, si vous avez une activité e-commerce. Voilà. Mais en tout cas, voilà, là, vous avez le cœur un peu de ce que c'est l'identité d'un client et le RCU est vraiment sur ce sujet. Et puis ensuite, vous avez la base de connaissances et on voit bien qu'il y a différentes sources dans votre récit. Il y a du CRM, il y a de la BI, il y a du digital, il y a de l'ERP et il peut y avoir de la donnée externe, mais il faut bien l'utiliser et pas non plus oublier que votre connaissance client à vous et de vos équipes est un vrai trésor qu'il faut cultiver. Sur le B2C, très rapidement, je ne vais pas m'étendre, il y a quelques nuances, évidemment. Évidemment, l'identité, elle est différente. On parle de nom, prénom, de date de naissance. Il y a une complexité parfois autour des notions de foyer. On peut avoir besoin, notamment dans l'assurance, dans la mutuelle, dans la banque, dans d'autres secteurs d'activité, d'avoir une notion de foyer, de connaître un individu et sa relation avec d'autres individus qui complexifie un peu. Pour le reste, on retrouve un peu les mêmes choses. Dans les segments, on a la notion de centre d'intérêt. On a plus la notion de comportement. En B2C, on cherche à savoir beaucoup plus comment se comportent les clients sur le web, sur le digital, sur les apps. Et puis, on a la notion de communauté qui se développe beaucoup côté voix du client, où les clients parlent entre eux dans des communautés d'entraide ou dans des communautés de partage. Pour le reste, c'est assez similaire avec des différences. Et puis, il y a eu des grosses différences de volume. Quand on est en B2C, il est assez fréquent qu'on ait des centaines de milliers de clients, alors qu'en B2B, quand on a une base de 20 à 30 000 ou 50 000 entreprises, c'est déjà beaucoup. Donc, en fait, Frédéric nous a bien posé en fait, le périmètre dont on parle. Là, ce que je vais développer, c'est pourquoi les entreprises, à un moment donné, elles perdent de pied dans l'unification de leurs clients. Parce que le schéma de Frédéric, comme tout bon consultant, il est simple, ça a l'air facile. Mais dans la réalité, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc, souvent, par rapport à ce que tu as présenté, Frédéric, c'est ça. On voit, il y a le temps qui joue. C'est-à-dire qu'on avait un ERP. Le ERP, en général, d'abord, c'était un temps où les applis duraient assez longtemps. Donc, on mettait en place des processus de gestion. Souvent, le ERP, ça fait de la facturation et tout. Donc, on avait plutôt des fichiers clients qui étaient assez propres, etc. Derrière, souvent, on a un CRM qui arrive. Donc, déjà, là, c'est les commerciaux qui sont les utilisateurs. Ils sont moins rigoureux. Ils ont d'autres problématiques. Donc, souvent, déjà, ils vont commencer à polluer un peu la donnée. Et puis, surtout, l'accélération, c'est depuis quelques années avec le digital, où on a d'abord une multiplication des natures de sources. On va avoir du site web, on va avoir du réseau social, etc. Donc, on a à la fois la multiplication et aussi le fait que ça va de plus en plus vite. C'est-à-dire qu'avant, les technologies, elles étaient stables pendant 10-15 ans. Aujourd'hui, c'est peut-être 3 ans. On est passé par l'email, on est passé par Facebook. Maintenant, on est sur TikTok ou sur Instagram, etc. Donc, tout ça fait que les entreprises,
elles ont du mal à suivre et surtout, elles vont rajouter en fait à chaque fois des briques. Elles ne vont pas être capables de maintenir la cohérence d'ensemble du système. Donc, concrètement, on a la base de la base, c'est que souvent, on a les problématiques de sémantique. C'est que si on prend un client dans différentes applis, un client pour le marketing, ce n'est pas la même définition qu'un client pour l'ERP, c'est un gars qu'on a facturé. Pour le CRM, c'est quelqu'un avec qui on est en relation, etc. Donc, les entreprises perdent le contrôle de leurs données. Voilà, c'est ça. Et juste pour boucler là-dessus, pourquoi Amabis a une légitimité, une expertise sur le référentiel client unique, parce que comme l'expliquait Frédéric juste avant, comment on unifie la donnée? En B2C, on tourne autour des données d'identification et de contactabilité. Et en B2B, c'est identification au sens SIRET et éléments aussi de contactabilité. Amabis, ça fait 25 ans que le métier d'Amabis, c'est de traiter de l'adresse postale, de l'adresse email, du numéro de téléphone et d'avoir des moteurs de rapprochement très performants avec des logiques floues, etc. Et juste pour continuer et revenir un peu sur le message d'accroche du webinaire, c'est qu'en fait, quand on a dit tout ça, souvent les entreprises, moi, en tant qu'avant-vente chez Amabis, souvent je suis là pour être en premier contact, faire un constat data. Et donc, en général, le constat des données, la qualité de la donnée, il est quand même, pardon, mais relativement insatisfaisant. C'est-à-dire, on se rend compte que quand on regarde un taux de complétion d'adresse email, on est souvent à 50%, ou à un taux de justesse d'adresse postale, etc. Un taux de doublons. Voilà. Et donc, derrière, on a des doublons. Moi, j'ai fait des audits où, sur un cœur de cible de clients qui était persuadé qu'il gérait bien sa donnée, il avait 25% de doublons sur son cœur de cible. Donc ça, c'est les situations qu'on découvre. Et donc, une facilité, c'est de se dire, en fait, je vais aller acheter à l'extérieur ce que je n'arrive pas à gérer en interne. Bon. Nous, ce qu'on veut passer comme message, c'est que avant d'acheter de la donnée en interne, il faut raffiner votre donnée. Avant d'aller acheter de la donnée à l'extérieur, il faut raffiner votre donnée. Vous avez beaucoup de choses dont vous êtes les seuls à pouvoir les acquérir et les capitaliser. On va donner des exemples. Je sais pas, on prend par exemple la spécialité dans le monde. On a un client qui gère des avocats. La spécialité d'un avocat, ça peut s'acheter sur le marché, mais ce n'est pas exactement les mêmes définitions. Donc, c'est un peu difficile, comme pour les avocats. Il y a des secteurs où il y a plus de données, comme dans le monde du BTP, où il y a des labels qui permettent d'avoir des référencements d'artisans. Donc, selon vos métiers, vos marchés, la donnée externe est plus ou moins accessible. Mais de toute façon, effectivement, qualifier la donnée par les interactions humaines ou digitales que vous avez, c'est vraiment quelque chose qu'il faut cultiver. Ça demande parfois de gérer des problèmes culturels ou des problèmes de changement parce que il y a des gens qui sont assez réticents à qualifier la donnée. C'est un vrai travail. Quoi. Et pardon pour Axel, mais je vais en rajouter un peu, même si on est en retard. C'est qu'il y a à ça, en fait, moi, je parle de progrès continu. C'est-à-dire que il faut faire du nettoyage, il faut mettre en place une solution RCU, et ensuite, il faut mettre un certain nombre de process et tout. Et donc, il faut mesurer l'évolution de la qualité de la donnée dans le temps. C'est plusieurs mois, années, trimestres pour arriver. Donc, il n'y a pas de magiciel, il n'y a pas de solution magique. Si votre DG vous demande de résoudre le problème en 3 mois, il faut lui dire qu'il n'y a pas de magie. On n'est plus au Moyen-Âge. Voilà, il n'y a pas de magie, ça n'existe pas. Donc, pour continuer à développer, être de plus en plus concret, donc on en a parlé. Concrètement, nous, quand on arrive chez les clients, qu'est-ce qu'on voit? Des sources de données multiples, on en a parlé, des problématiques de langage commun. Donc, c'est voilà, l'étape de référentiel à la fois d'appétence, de plein de choses, même de secteur, de segmentation. Alors, dans le RP, c'est quoi la segmentation? C'est le nombre de commandes qu'on passe par an. Pour le marketing, c'est le nombre de réactions, etc. Donc, on n'arrive pas à croiser. Donc, on a ça. Donc, on a expliqué que le système d'information, il se construit au fil du temps de façon incohérente. Bon, là-dessus, on rajoute des fusions. On a 2 business units qui se rapprochent. On veut faire un seul fichier client qui est client commun, etc. C'est très, très compliqué. Voilà. Donc, je pense qu'on peut avancer.
Et nous, ce qu'on a beaucoup vécu, c'est les SI orientés produits, hein, dans l'assurance, des SI orientés auto, habitation, santé, ou EDF qui avait un SI basé sur les compteurs. Et donc, beaucoup d'entreprises ont transformé leur SI pour avoir une approche plus client que produit. C'est un point important. Donc ensuite, cette slide décrit un peu les impacts de la non-qualité et je pense qu'elle peut aussi vous donner une trame pour les solutions. Si vous regardez la donnée, parce que la donnée, c'est loin d'être un sujet uniquement technique. C'est aussi un sujet qui impacte l'expérience client, qui impacte l'expérience utilisateur et qui coûte de l'argent directement ou indirectement. Et si vous regardez cette slide, vous pouvez vous dire que ça peut être votre démarche. C'est en quoi la donnée impacte l'expérience client, en quoi elle impacte l'expérience utilisateur et combien elle me coûte. Et ça peut être une trame pour trouver des solutions. Sur l'expérience client, je pense qu'on est tous clients et on a tous vécu, on me demande plusieurs fois la même donnée, notamment en cas de changement d'interlocuteur ou bien j'ai créé un compte sur un portail et j'appelle et on me demande l'info que je viens de rentrer dans le portail. Donc ça, on l'a tous vécu. En magasin, je passe une commande sur le web et je vais dans une boutique. C'était le cas chez Orange pendant longtemps et maintenant, c'est en train de changer. D'ailleurs, Orange est un de nos clients, donc il y a des choses qui bougent là-dessus. Mais en tout cas, on a tous vécu ce problème-là. On a aussi vécu, je l'ai vécu personnellement, les 2 derniers, des non-réceptions de courrier qui fait que vous ne réagissez pas à une relance et derrière, il y a un litige. Ou bien, ça m'est arrivé récemment pour la box, on me sollicite pour un service ou un produit que j'ai déjà souscrit. Donc, on voit bien que c'est des problèmes de données, mais que le client le perçoit et que les données sont souvent un poids pour les clients aujourd'hui. Et donc, c'est vraiment important parce que du coup, vous générez de l'insatisfaction. Pour l'expérience utilisateur, on a tous entendu dans les centres de contact un téléconseiller qui vous dit « Ne quittez pas, je consulte votre dossier ». En général, il passe du temps à aller chercher la bonne donnée dans plusieurs applications. Il a des données qui sont incohérentes, il se demande laquelle il doit prendre en compte. Et ça crée une incertitude. En plus, le téléconseiller, il est concentré sur son écran et il ne vous écoute pas, il n'est pas à votre écoute. Il y a évidemment le cas classique du commercial qui arrive chez un client tout content de le voir, alors que le client, lui, n'est pas du tout dans le même état d'esprit parce qu'il a un litige en cours avec la logistique, avec la comptabilité. Et donc, ça crée une difficulté. Ouais, même moi, j'ai vécu avec des doublons, un commercial qui va chez un client en pensant être en phase découverte et en fait, il arrive chez le client. Les clients, ça fait 10 ans qu'il est client, sauf qu'il avait consulté la mauvaise fiche dans le CRM. Exactement. Le client sait plus que moi sur l'historique de la relation. Une expérience que j'ai vécue avec des visiteurs médicaux chez un médecin qui recevait pour le même labo 4 commerciaux différents sur des gammes de produits différents et qui s'apercevait que c'était lui qui avait la meilleure historique de la relation avec ce labo parce que vraiment la connaissance, elle est cloisonnée par commercial. Et enfin, un point très important, c'est que on voit, quand on regarde le temps que passent les différents collaborateurs de l'entreprise à chercher des infos, à ne pas être sûr d'une info, à confirmer une info douteuse, à la corriger, c'est énorme. J'ai fait l'exercice chez plusieurs clients. On arrive à gagner parfois 10 à 20% du temps dans l'agenda de personnes à cause de confirmation de données. C'est vraiment important et c'est un temps qu'on ne voit pas. C'est du temps caché parce qu'il est un peu diffus dans les interactions clients. C'est vraiment un point important. Et ça se traduit par des coûts. Et je pense que quand on veut convaincre une direction générale qui n'est pas forcément convaincue de l'investissement qu'il faut mettre sur les données, pour des entreprises qui n'étaient pas data-driven, il faut vraiment montrer ça. Je pense que c'est l'exemple le plus clair. Il y a les erreurs d'adresse postale, évidemment, ce qu'on appelait avant les NPI, ce qu'on appelle maintenant les PND, les plis non distribués. Évidemment, c'est très facile. Hein. Pour l'avoir fait pour une ONG, on a rentabilisé le projet uniquement par le fait d'avoir diminué de 80% les PND. Il y a évidemment tout ce qui est bounce, téléphone erroné qui crée des coûts inutiles dans les campagnes marketing. Et puis, il y a beaucoup d'erreurs sur les profils, les segments qui font qu'on ne va pas adresser les bonnes offres aux bons clients parce que le client, pour des raisons de données, n'est pas dans les bons segments. Et puis, tout ça, ça se génère des coûts indirects. On l'a déjà dit, le temps passé à corriger la data. Les litiges dus à des problèmes de données, il y en a plein. Si vous regardez la cause des litiges qui sont dus à des données, c'est assez effarant. Il y a un point aussi, c'est les opportunités commerciales manquées. Vous n'avez pas conscience que le contrat d'un client arrive à terme dans 3 mois et du coup, vous ratez l'opportunité de renouvellement du contrat. Enfin, il y a beaucoup d'erreurs, beaucoup de business manqués parce qu'on ne détecte pas les opportunités à cause des problèmes. Et puis après, il y a des clients à risque perdu, il y a les problèmes de sous-pression. Voilà, je ne m'étends pas, mais en tout cas, cette trame peut vous donner une feuille de route pour vous dire comment améliorer les données, comment j'améliore l'expérience client, l'expérience utilisateur et comment je diminue les coûts liés à la non-qualité des données. Donc là, on va changer de perspective. On a parlé métier, on a parlé utilisateur, on a parlé client. Il y a une dernière personne qui est importante dans l'entreprise,
c'est le DSI ou peu importe comment on l'appelle, à qui ça va être une mission importante, de plus importante, plus en plus importante, c'est capitalisant la donnée client. Donc, quand on parle de référentiel client unique, pour être simple, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure, c'est être capable d'identifier de façon unique un client qui est dans plusieurs systèmes pour pouvoir agréger la donnée. Donc, c'est pour ça que c'est important, comme on l'a déjà dit, que ce soit un projet d'entreprise. Et donc, c'est le DSI qui va être en charge de ça. Et lui, sa problématique, il va avoir les métiers en face de lui. En général, c'est d'abord, vous n'avez pas de langage commun, hein, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Vous me dites que vous voulez consolider, vous voulez faire de la segmentation, il faut que vous ayez toutes les mêmes définitions, etc. Donc, il a une problématique de langage commun. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'idéal, on va faire un référentiel client unique, c'est pour que quand on met à jour une donnée dans le RP, elle soit un numéro de téléphone dans le RP, il soit propagé dans le CRM. Ce qu'expliquait tout à l'heure Frédéric, quand on est dans des multi-applications par produit, moi je me souviens la dernière fois que j'ai déménagé ma banque, je ne la citerai pas, je me suis rendu compte qu'ils avaient 15 ou 20 applis entre l'assurance, les machins bidules, j'ai redonné 15 fois mon adresse. Le problème du déménagement, le déménagement génère souvent énormément de problèmes. Donc, il y a une problématique de propagation de la donnée. Pour pouvoir l'adresser de façon performante, on a besoin d'avoir une vision du cycle de vie de la donnée, c'est-à-dire où est-ce qu'on peut créer de la donnée, où est-ce qu'on peut la mettre à jour, quelle donnée a une meilleure fiabilité qu'une autre, etc. Donc, ça, c'est un troisième point. Et enfin, et le dernier point, qui n'est pas le moindre, c'est en fait les données clients, c'est un asset stratégique des entreprises. Donc, il est important qu'elles soient indépendantes des technologies. On voit très, très souvent la donnée client, la connaissance client, qui est soit uniquement dans le CRM, soit uniquement dans le marketing automation, et on est totalement dépendant et pieds et poings liés d'une techno. Ce qui fait que ça présente beaucoup de risques. Donc, nous, on va prêcher en disant vous devez monter un système avec un référentiel client unique qui est la liste unique de vos clients, une base de connaissances clients, elle doit être indépendante. Vous devez pouvoir changer de CRM en 3 mois sans qu'il y ait un problème de données. Voilà. Et donc, ça, c'est vraiment les enjeux vus de l'IT. Donc, maintenant, on va développer un peu la mise en œuvre. Donc, je rappelle ce que je viens de dire. Le référentiel client unique, c'est d'abord la capacité à très simplement avoir un ID entreprise sur un client. Donc là, le point sur lequel je veux insister, c'est que on pourra avoir un discours très simple en disant ce n'est pas compliqué, de toute façon, l'identité d'un client en B2C, c'est nom, prénom, email, hein, et en B2B, c'est SIRET. Dans les faits, ce n'est jamais comme ça, parce qu'il y a toujours un passé. Donc, on arrive dans des boîtes où, comme j'ai expliqué tout à l'heure, quand on regarde les emails, d'abord, il y en a 1 sur 2. Et puis, on se rend compte, quand on creuse un peu en B2B, que la plupart des emails, c'est contact@machin bidule ou commercial@machin bidule. Donc, en fait, là, le message, c'est de dire il faut préparer le terrain, il faut travailler en amont sur les sujets que sont comprendre, d'abord savoir ce qu'on veut faire, avoir une vision stratégique de la gestion de la donnée, pourquoi on fait ça, et ensuite travailler le langage commun pour avoir une vraie gouvernance. Donc, en résumé, le point clé, c'est la préparation, la préparation, la préparation. Donc, vas-y. Donc, à la fin, l'idée, c'est bien de passer de la situation de gauche où on a un peu de connaissances dans chacune des applis. Dans le site web, on a par exemple les historiques de navigation qui vont nous donner éventuellement des indices sur l'appétence. Il clique toujours sur golf. On peut imaginer que le golf, ça l'intéresse. Donc ça, c'est la vision web. On va avoir la vision point de vente avec des historiques transactionnels. On va avoir les réclamations où justement, il n'est pas content, mais en fait, on ne le sait pas au niveau commercial. Donc, l'idée, c'est de passer d'une vision parcellaire où chacune des directions ou chacune des entités opérationnelles a sa vision à elle client, à une vision complètement 360 où on sait quand on est capable d'avoir la vision globale. Peut-être tu peux rebondir. Oui, et j'ajoute un point sur le multicanal. Sur les centres de contact, on voit beaucoup d'entreprises qui ont empilé les solutions en fonction de l'arrivée des canaux. Par exemple, une solution pour gérer la voix, une autre pour gérer l'email, une autre
pour gérer le chat, une autre pour gérer les SMS, les réseaux sociaux. Et finalement, c'est très compliqué d'avoir une vue de toutes les interactions. Si vous envoyez un email, on ne vous répond pas. Vous allez sur Facebook, vous mettez un message, on ne vous répond pas, vous allez finir par appeler. Et la personne que vous avez au téléphone ne sait pas forcément que vous avez envoyé un email 48 heures avant. Donc, c'est assez compliqué de réconcilier l'historique des interactions clients selon les canaux. Et ça peut être un vrai sujet. Et nous, on travaille beaucoup là-dessus parce qu'on pense que c'est une vraie source d'amélioration de l'expérience client. Et là, il y a beaucoup de sujets de data, de réconciliation de data, évidemment. Et donc, pour être concret, le RCU, sa finalité, c'est bien d'être capable, par rapport à nos 4 parties à gauche, d'avoir un ID unique et d'être capable de relier toutes ces données-là, d'agréger toute la donnée pour être capable de présenter une vision. On peut appeler, je ne sais pas si on a écrit vision 360, c'est le mot à la mode, voilà, une vision 360 du client. C'est ça dont on parle. On va conclure. Et une façon de rendre concret, c'est les parcours clients. Alors, on va conclure sur les convictions. Il y en a 4 et je vais en rajouter une 5e. Vas-y. Je suis consultant. Donc... Ouais, tu m'aurais déçu sinon, Frédéric. Donc, effectivement, Antoine l'a dit, le point, c'est que pas de projet RCU sans application à la direction générale. Évidemment, le client, il est unique. Il n'appartient pas à la direction marketing, à la direction commerciale. Et donc, on doit avoir une vue d'entreprise par rapport à la data client. C'est vraiment important pour réussir ces projets-là. La deuxième, c'est pas de pérennité de données si elle est trop dépendante. Une question qu'on nous pose souvent, c'est est-ce que le CRM peut être le RCU ou est-ce qu'il doit être à l'extérieur? La réponse, c'est que plus il y a de sources de données, plus ça devient compliqué de mettre le RCU dans une solution parce que vous êtes dépendant de l'évolution de cette solution qui peut subir des migrations. Aujourd'hui, on est dans le cloud, c'est un peu les éditeurs, les grands éditeurs qui maîtrisent les évolutions de notre technologie et vous êtes un peu dépendant de ce monde-là. Donc, il y a vraiment une recommandation, surtout si vous avez de plus en plus de sources de données, c'est d'avoir un RCU indépendant de vos briques applicatives. Si je peux me permettre, Frédéric, en plus, technologiquement, gérer une ou 2 sources de données, le CRM le fait bien, mais dès qu'on a beaucoup de sources de données, c'est des technologies beaucoup plus complexes avec de la recherche floue, etc., que peu de CRM adressent vraiment bien. Oui, et puis le RCU externe, c'est une brique technique qui n'est pas directement utilisée, alors que les briques applicatives, elles sont utilisées par des utilisateurs qui peuvent être perturbés par des problèmes de performance s'il y a des accès de données dans tous les sens. Donc ça, c'est une recommandation importante. La troisième, un projet RCU, il y a souvent une connotation douloureuse, c'est des projets compliqués, longs, techniques. En fait, ça peut être rapide si on les prépare bien. Les préparer bien, il y a 2 aspects. Ça demande à vous de maîtriser ses process et ses parcours clients. C'est ce qu'on fait, nous, en amont des projets RCU, définir les process de création, de mise à jour d'un compte ou d'un contact en fonction des multiples sources, en prenant en compte les parcours clients. Si on fait ce travail correctement, ensuite, c'est très facile, c'est beaucoup plus facile de décliner des flux par rapport au RCU, mais à condition d'avoir fait ce travail préalable. Et Antoine l'a déjà dit, c'est aussi le vocabulaire commun. Souvent, on a beaucoup de difficultés dans une entreprise à définir ce que c'est qu'un client. À partir de quel moment un prospect devient client? Est-ce que c'est au moment où il confirme une commande? Est-ce que c'est au moment où il paye sa première facture? On peut avoir plein de notions différentes. De façon plus générale, c'est le funnel, l'ensemble, la progression du client qui doit vraiment être une notion commune. Donc, on va dire que le RCU, c'est une déclinaison des parcours clients et des process clients. Et quand on le fait bien, le projet peut aller relativement vite. Et enfin, un point important, souvent les RCU ont été mis sur le chemin critique de grands projets de transformation où on avait un projet d'évolution du site web, un projet CRM, un projet digital. Si on le met vraiment sur le chemin critique, c'est très embêtant parce qu'on bloque tous les autres projets. Et donc, il y a plein de moyens de le faire. Antoine l'a dit, mais on peut travailler par étapes et de façon un peu agile, en incrémental. On peut aussi prévoir des flux transitoires qui vont permettre d'envoyer de la donnée pour, par exemple, ne pas freiner des phases de recettes en attendant que le RCU arrive. Et nous, on travaille beaucoup sur ces feuilles de route pour éviter que les projets RCU soient des projets bloquants pour le reste des sujets. Et une dernière conviction qu'on n'a pas mis sur la slide, mais qui me tient beaucoup à cœur, c'est que c'est aussi un projet de management des changements. C'est-à-dire que c'est aussi un projet de faire en sorte que tout le monde ait le même vocabulaire, que tout le monde comprenne l'importance des data au stade où il en est. C'est-à-dire un commercial, il a une responsabilité sur la rentrée de données. On entend souvent un commercial n'est pas là pour s'occuper de la donnée, certes, mais il a quand même une responsabilité qu'il faut bien calibrer. Il ne faut pas non plus le transformer en opérateur de saisie. Oui. Ça demande souvent de mettre en place des organisations de gouvernance de la donnée. On voit de plus en plus des directions data, des chief data officers, des data stewards, des gens qui ont, c'est pas forcément leur métier, mais ils ont une responsabilité sur la data. Et donc, responsabiliser et faire de la gestion du changement autour de la donnée, c'est important. Ça peut être aussi important d'en parler dans des comités de direction,
Nous, on a mis en place des dashboards de qualité de données qui sont vus au niveau d'un codir et ça donne une impulsion. Et voilà. Donc, c'est aussi une histoire humaine, c'est aussi une histoire de management, c'est aussi une histoire d'organisation et de management des changements. Et ce n'est pas qu'une histoire de technologie. Je vais en rajouter une sixième, si tu permets. J'en ai une septième après, non, en fait, c'est qu'effectivement, comme je disais tout à l'heure, c'est un progrès continu, la data. Donc, il faut qu'il y ait ce fameux dashboard et il faut raisonner dans le temps. C'est-à-dire, il faut se dire, j'ai un état de départ avec un taux de qualité, je ne sais pas, de 60% ou un truc comme ça, et dire, je gagne 1 ou 2% par mois pendant 2 ans. Voilà, c'est vraiment une logique c'est un combat permanent de tous les jours. Moi, à un moment donné, j'avais parlé de guérilla data, quoi, pour progresser, gagner un peu en complétion sur les données, etc., pour améliorer la qualité. Exactement. Nous, on a mis souvent en place des trajectoires en disant, dans 6 mois, on doit avoir progressé. On a aujourd'hui un taux de doublon qui est de 20%. On doit être à 15% dans 6 mois de se donner une trajectoire. Et aussi, la data, aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Sans data de qualité, vous oubliez l'intelligence artificielle. Exactement. Donc, c'est aussi un levier pour faire plein d'autres choses aujourd'hui. OK. Donc, merci. Alors, l'objectif de ce premier rendez-vous était de poser la problématique. On a essayé d'apporter déjà des premières réponses et des solutions. Donc, voilà, j'espère que ça vous permet d'enrichir votre réflexion, vos réflexions en cours. Et comme je le disais initialement, le RCU, la data client, c'est vraiment quelque chose d'important au sein de l'entreprise. Ce sont des projets structurants très importants et il n'était pas possible aujourd'hui en une session de répondre à toutes les problématiques. Alors, ce que l'on a convenu, c'est de vous proposer 4 autres rendez-vous donc, qui auront lieu à partir de septembre, donc en septembre, octobre, novembre et décembre. Et on a décomposé ça, donc le premier en septembre sur la vision métier, donc plus destiné aux personnes dans les services marketing, commerciaux, les services clients. Le deuxième rendez-vous sera consacré au projet, comment on déploie une solution RCU de façon globale. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir la vision des clients, donc des retours d'expérience. Et on organisera donc ce troisième rendez-vous avec un client ou deux pour qu'ils vous parlent de la façon dont ils ont vécu la mise en place de leur RCU et les retours, le ROI qu'ils ont pu obtenir grâce à cette solution qu'ils ont déployée. Et puis enfin, on terminera par les aspects techniques, très importantes aussi, qui sont plus à l'attention des DSI. Donc là, on verra toutes les problématiques techniques pour déployer un RCU. On va fermer cette session et donc remercier d'une part Acemis pour leur implication. Et merci à Mavis, c'est un plaisir. Et puis merci Antoine. Et puis on vous dit donc à très bientôt en septembre pour le prochain webinaire donc consacré au métier. À bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.